On va tout de suite partir à Nantes. Je vous passerai la parole ensuite Nathan Dever et Jean-Sébastien Ferjou. Nantes, on a beaucoup parlé de l'insécurité à Nantes, à tel point que le ministre de l'Intérieur a décidé d'envoyer cette fameuse compagnie, la CRS 8 que vous venez d'évoquer, Eric Nolot. C'est une compagnie spécialisée dans le maintien de l'ordre dans les quartiers sensibles. Là, notre correspondant Michael Chailloux a passé la soirée avec eux dans le centre-ville de Nantes. Écoutez son reportage. Allez, c'est parti. C'est la technique de la NAS. En quelques secondes, la place Manès-France, au cœur du quartier Bellevue de Nantes, est cernée et quasiment tous les individus sont contrôlés. 80 fonctionnaires de la CRS 8 sont présents pour aller au plus vite au contact. Alors l'objectif, c'est qu'on puisse rapidement mettre en place des appuis, de manière à ce que l'ensemble des personnels investiguent le quartier, arrivent directement sur les points de contrôle et éventuellement les points de deal, ce qui était le cas là actuellement. La deuxième étape est programmée sur un lieu de trafic où il y a 2 jours, un policier a été renversé par un individu à scooter. Très mobile, les CRS s'engouffrent dans les étages et visitent les caves. En centre-ville de Nantes, en fin de soirée, la présence de ces fonctionnaires spécialistes des quartiers sensibles rassure les commerçants. Ça fait plaisir de voir la présence policière comme ça et on aimerait bien qu'elle soit 24 sur 24. En permanence. En permanence. Le bilan est maigre, une interpellation et quelques saisies de stupéfiants. Mais l'essentiel est ailleurs, montrer les muscles dans une ville où le sentiment d'insécurité s'installe. Voilà pour ce reportage à Nantes. Nathan Dever, il s'agit de reprendre des territoires, en fait, de récupérer des territoires qui sont livrés à la délinquance. Franchement, ça fait presque de la peine de voir ces images-là. Se dire qu'est-ce qu'on a attendu pour faire ça, pour prendre en main ou en mettre en visibilité, en lumière tout simplement cette question-là de la sécurité à Nantes. Restons même sur le cas de Nantes, ne parlons pas de la France en général. Il y a quelques jours, vous savez, il y a eu une femme qui a été violée à Nantes en pleine journée dans un... Très tôt le matin, 7h du matin, ouais. C'était dans la journée, c'était pas dans la nuit et qui a été violé. Et puis vous avez eu l'adjoint à la sécurité de Nantes qui a dit ah oui, écoutez, c'est dramatique, mais les chiffres montrent quand même que toutes ces situations-là descendent, il y en a de moins en moins, etc. Et ça, c'est un des signaux, des symptômes de ce déni dont parlait Eugénie Bastier, qui est un déni en quelque sorte technocratique ou numérique, numéraire, enfin de s'intéresser, de voir le réel à travers les nombres. On passe totalement à côté de la chose qui est majeure, c'est-à-dire que c'est pas une question de savoir si c'est un sentiment ou pas, c'est ce que les gens ressentent comme peur dans leur quotidien. Donc à partir de là, si on n'est pas capable de gérer ce problème, de le faire de manière sereine, de manière républicaine, de manière constante. Parce que là, ce qui est important aussi, c'est que quand il y a les projecteurs médiatiques, c'est une chose, hein, mais si c'est juste pour faire des petits, venir de temps en temps, faire donner l'impression qu'on fait quelque chose pour qu'après ça revienne à la normale, c'est-à-dire à l'anormal, vous voyez, dans une situation qui est anormale, eh bien, c'est un vrai, c'est un blocage et qui peut être très dangereux pour la démocratie. Eugénie Bastier. Oui, parce que en fait, c'est toujours cette idée du sentiment d'insécurité qui ne se retrouverait pas finalement dans les chiffres de la délinquance. Et effectivement, en plus déjà c'est faux parce que les chiffres montrent effectivement une montée de l'insécurité. Alors certes pas en termes d'homicide, mais en termes de petits actes gratuits du quotidien, d'agressivité, d'actes comme ça, d'agressions gratuites, ce qu'on appelle les agressions gratuites. Et deuxièmement, enfin, comme je le disais tout à l'heure, c'est que les gens en fait finalement adaptent leur comportement. Ils ont peur et même s'ils ne se font pas, quand ils vont à la confrontation de la délinquance, comme ces femmes qu'on a vues tout à l'heure, effectivement il y a des agressions, elles se font poignarder, etc. Donc elles n'y vont pas à la confrontation, elles évitent en fait, et ça crée des ségrégations. C'est-à-dire que des familles ou des personnes qui veulent être tranquilles finalement évitent ces groupes-là et on aboutit à une partition territoriale. Alors peut-être que finalement il y aurait pas peut-être ça se traduit pas dans les faits par plus de délinquance, mais ça montre une vie pourrie absolument monstrueuse où les gens sont séparés, où les gens ont peur, et ça, l'État, la force publique doit s'en emparer. Jean-Sébastien Ferjou, dans Atlantico. Oui, mais déjà sur les chiffres même, effectivement, il y a bien des moyens de présenter la réalité. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les études de victimologie, parce que là, on voit une montée conséquente des faits dont parlent les gens, parce que bien souvent, un certain nombre de personnes, à commencer par les dames, la mère et la jeune fille de Vilteneuve, elles n'étaient pas forcément allées porter plainte. Non. Parce que en plus, il y a les gens qui renoncent à aller porter plainte parce qu'il y a une forme de désespoir. Et il y a aussi, quand vous allez au commissariat et qu'on refuse d'enregistrer votre plainte parce qu'on vous dit « Ah non, ça, on prend pas la plainte », ce qui arrive quand même très régulièrement, soit parce que les policiers eux-mêmes sont dans une forme de désespoir, soit parce que, débordés, ou en tout cas qui se disent finalement ça ne servira à rien, ça va juste enclencher du travail administratif, et en plus on demande au commissaire
en général, de gérer les statistiques de manière à ce qu'elles soient avantageuses. Les chiffres eux-mêmes, il y a bien d'autres manières de les faire évoluer. Regardez sur le nombre d'homicides dont on parle. Les progrès de la médecine d'urgence font aussi que vous avez plus de chances d'être soigné et de survivre à une attaque au couteau aujourd'hui qu'il y a 30 ans, par exemple. Donc ça n'a pas beaucoup de sens de dire, regardez, la violence, ça a existé. Oui, ça a existé toute éternité, c'est la nature humaine. Il y a quand même une dégradation. Après, la volonté politique, ça existe. Il y a d'autres pays qui ont réussi à inverser des situations. En Colombie, par exemple, la ville de Medellín, qui était un cauchemar absolu il y a 20 ans, est devenue une ville qui est très sûre. Quand vous regardez le Danemark est un pays qui a réussi aussi qui voyait un début de dérapage dans un certain nombre de quartiers, qui a réussi à reprendre la situation en main, là où la Suède est confrontée à une guerre des gangs qui flambent. Donc cette espèce de désespoir à la fois des habitants et peut-être parfois aussi des politiques qui ont l'impression que la situation nous dépasse. Non, il n'y a pas de fatalité, il n'y a que du renoncement politique. C'est pas facile, mais il n'y a que du renoncement politique. On peut prendre aussi l'exemple de la ville de New York dans les années 90 avec la politique de tolérance zéro mis en place par le maire. New York, entre les années 60 et les années 90, avait eu plus de 300% de criminalité et de délinquance. Il avait inversé la tendance jusqu'à récemment où effectivement la criminalité est remontée parce qu'on a abandonné cette politique de tolérance zéro. Ce qui montre bien que là où il y a une volonté politique, il y a la possibilité de faire baisser l'insécurité et que la mairie de Nantes a une responsabilité. Il prenait tous les SDF, il le mettait en dehors de la ville aussi. Voilà. Peut-être, mais on déplaçait juste le problème. Oui, il déplaçait peut-être le problème. Mais en attendant, il y avait quand même une politique de fermeté qui apportait aussi ses fruits sur parce que voilà, les délinquants ne basculaient pas forcément dans la grande criminalité. Donc ça commence par à Nantes, je suis désolée, mais il y a une responsabilité de la mairie aussi, un angélisme, une tardivité à reconnaître les faits, parce que alors ils disent finalement oui, Nantes est devenue une métropole, on n'avait pas anticipé que quand Nantes deviendrait une métropole, la délinquance allait exploser. Oui, mais ça s'anticipe. Il y a d'autres villes de la même taille que Nantes qui n'ont pas les mêmes problèmes. Pensons à Nice, par exemple, ou à Cannes, qui sont des villes gérées par des maires de droite, qui ont anticipé cette montée de l'insécurité et mis en place des politiques. Eric Nolot. Entre Nice, d'un côté, la Côte d'Azur, et puis Nantes, il y a une sociologie. Il y a plus de retraités, je suis d'accord. Une sociologie assez différente. La sociologie de Nantes était... Simplement, avant d'examiner les solutions, il faut juste reconnaître la réalité. Nantes, ça commence à être spectaculaire, le retournement. Parce qu'il y a encore quelques jours, non, tout ça c'était des histoires. Elle voulait pas tomber dans l'hystérie. Voilà. En fait, la maire de Nantes, elle confond l'hystérie et la réalité. Il faut sortir déjà de cette confusion. Il ne faut pas sous-estimer l'influence d'un certain nombre de discours politiques, justement, qui théorisent le fait, alors on en parlait tout à l'heure, que ce soit la misère qui mécaniquement crée l'insécurité, etc. Là, à Los Angeles, il y a un exemple qui est très intéressant. Il y a un milliardaire qui s'est offert le Los Angeles Times. Et puis, il a mis sa fille à sa tête, et sa fille est une militante woke. Donc elle n'a de cesse de militer pour qu'il y ait moins de fonds pour la police. Mais toutes les villes aux États-Unis où il y a eu ces campagnes de defund de police, donc à qui on a coupé les budgets pour les policiers parce qu'ils étaient soupçonnés de racisme systémique, sont des villes où la délinquance a explosé. Et qui en sont les victimes? Ce sont les gens, justement, ce sont les minorités elles-mêmes. En général, le nombre d'homicides chez les jeunes noirs aux États-Unis a explosé après Black Lives Matter parce que la police s'est retirée de ces quartiers tellement, on lui coupait les ailes, et de deux, elle avait peur de faire face à des accusations de racisme. Donc je crois qu'un certain nombre de responsables politiques ou médiatiques d'ailleurs, qui, pour faire étalage de vertu, parce que c'est vrai, ça paraît toujours mieux quand on dit qu'on fait attention à la misère humaine, etc., sont profondément responsables du dérapage sécuritaire que nous connaissons. Pour ajouter un dernier mot, c'est vrai qu'il y a un discours aussi à gauche et à l'extrême gauche, celui de Bourdieu par exemple, qui disait les faits divers font diversion, qui disait que finalement tous ces faits divers agités par les médias n'étaient pas des faits de société. Ce qui est une contradiction, parce qu'aujourd'hui même la gauche, par exemple, à propos des féminicides, ne cesse de dire que ces faits divers que sont les féminicides sont un fait de société. Et ils ont peut-être raison. Mais par contre, quand il s'agit des agressions, de l'insécurité dans la rue, des viols en pleine rue, ça ne sont pas des faits de société. Ce deux poids deux mesures est absolument insupportable. Et il faut reconnaître que non, les faits divers ne font pas diversion et que des faits divers accumulés, répétitifs par centaines dans les villes de France, c'est un phénomène de société.